Bonsoir et bienvenue à tous. Les récentes mutineries dans les prisons centrales de Yaoundé, Nkondengui et de Boya remettent au goût du jour au moins deux problématiques. La première, c'est la question de la détention comme exception par rapport à la liberté qui doit être la règle. Et l'autre question importante est celle de la surpopulation carcérale et des conditions de vie dans les prisons. La prison centrale de Yaoundé Nkondengui, construite à l'époque coloniale pour accueillir environ 800 prisonniers, en accueille aujourd'hui plus de 5000. Et le Cameroun n'est pas une exception. La prison de Cotonou au Bénin, construite également à l'époque coloniale pour abriter environ 660 pensionnaires, en compte plus de 3000 aujourd'hui. Et en Côte d'Ivoire, la prison de Maka doit accueillir 1500 prisonniers, mais aujourd'hui, on compte plus de 5000 pensionnaires dans ce pénitencier. Ne parlons pas de la Zambie, où les pénitenciers du pays doivent accueillir environ 9000 personnes, mais aujourd'hui on compte plus de 25 000. L'état des milieux carcéraux en Afrique, selon des analystes, est un parfait indicateur du faible niveau d'exercice des libertés. Lui-même tributaire du faible niveau de développement dans nos États. Quel est le bilan ou quel est le lien d'ailleurs entre le respect des droits humains et le développement? En jetant un coup d'œil dans le rétroviseur depuis le discours de la Baule en juin 1990, peut-on confirmer l'analyse de Roland Dumas qui indiquait qu'il n'y a pas de développement sans démocratie ou de démocratie sans développement? En faisant le bilan de l'exercice des libertés dans les États africains aujourd'hui, n'est-on pas tenté de donner raison à Sylvie Brunel qui soutenait que le discours de la Baule a ouvert une décennie de chaos sur le continent africain? N'est-ce pas l'anarchie que l'exercice des libertés a apporté dans nos États qui explique aujourd'hui le retard de développement? Voyons tout cela avec des universitaires invités sur le plateau de 237 débats ce soir. J'introduis d'abord le docteur Luison Issomba. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinos. Et j'espère que, compte tenu de la profondeur du sujet, nous aurons des arguments suffisants pour éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, vous êtes enseignant, chercheur au département de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. C'est bien ça. J'introduis également le docteur Joël Raphaël Ouansi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Oui, je suis content d'être là pour que la vérité scientifique sur la problématique des droits de l'homme et des libertés publiques au Cameroun et en Afrique en général soit suffisamment comprise. Vous intéressez beaucoup aux relations internationales. Merci, docteur Ouansi, d'être venu. Docteur Magoulam Loumou, bonsoir. Bonsoir Duval et merci bonsoir d'être venu. À tous nos téléspectateurs. Merci d'être venu. Vous êtes enseignant-chercheur en sociologie politique. La sociologie politique, évidemment. Voilà. Merci d'être venu. Docteur Isaac Issamé, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Voilà, vous êtes spécialiste des sciences politiques. C'est cela. Voilà. Je commence avec vous, docteur Issomba, peut-être pour baliser avant de rentrer dans le vif du sujet. Il faut peut-être déjà commencer par faire le distinguo entre les libertés et les droits, non? Effectivement, il y a une réelle césure entre ces deux notions fondamentales. Vous savez, quand on parle de libertés publiques, ce sont celles qui sont reconnues et aménagées par le législateur, c'est-à-dire dans une société politique donnée. Et par rapport aux droits de l'homme, les droits de l'homme sont des droits qui sont innés à la personne humaine du fait de son humanité ou de son humanitude. Donc, vous avez des droits qui vous sont innés du simple fait que vous soyez un homme. Et c'est la raison pour laquelle les deux notions se distinguent au niveau de leur caractère, parce que les libertés publiques ont un caractère social, c'est-à-dire qu'elles sont rattachées à une société, alors que les droits de l'homme ont une origine philosophique. C'est la raison pour laquelle l'homme, étant donné qu'il peut se retrouver sur toute l'étendue du globe terrestre, c'est la raison pour laquelle les droits de l'homme ont des caractères tels qu'ils sont imprévisibles, ils sont inaliénables, ils sont imprescriptibles et surtout ont un caractère universel parce que l'homme se retrouve partout sur le globe terrestre. Or, la notion de liberté publique se rattache à la citoyenneté, c'est-à-dire qu'un citoyen qui est rattaché à un État précis. Donc voilà la distinction que nous pouvons aisément faire pour que nous puissions comprendre le sujet qui est posé sur le débat. Et encore que les libertés et les droits sont, bien que ce soit des notions différentes telles que vous expliquez, ce sont des notions qui pratiquement se ressemblent, je veux dire, qui sont pratiquement indissociables lorsqu'on évoque par exemple la notion de démocratie. Oui, justement parce qu'on parle simplement d'une liberté à un droit,
comme on peut partir d'un droit pour une liberté. Donc les deux notions sont à la limite complémentaires, on peut le dire ainsi. Voilà, docteur Joël Raphaël Ouanssi, maintenant lorsqu'on parle, pour aborder la question, lorsqu'on parle des libertés et des droits de l'homme, et l'impact que la pratique de ces libertés ou l'exercice des droits de l'homme pourrait avoir sur le développement, à quel niveau faut-il placer le curseur? Je veux dire, à quelle borne chronologique faut-il placer le curseur? Est-ce au début des années 60, avec la vague des indépendances, ou bien en 1990, avec le vent de l'Est qui souffle sur le continent? Je crois que pour une meilleure compréhension des questions de liberté publique et de droits de l'homme, il faut placer même le curseur plus haut. Après la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir colonial, l'empire colonial français a des repères. Et parmi ces repères, il y a la conférence de Brazzaville de 1946 qui a fait des promesses aux Africains en matière de droits de l'homme, notamment en matière d'émancipation sociale et politique. Et cette émancipation sociale et politique comportait un certain nombre de prérogatives qui devaient être reconnues aux indigènes. Donc, cette période part de 1946 à l'après-guerre jusqu'en 1958, lorsque se pose le problème de la communauté franco-africaine, s'il faut parler exclusivement des relations entre la France et l'Afrique. Est-ce que l'Afrique allait faire l'objet d'une législation spéciale en matière de droits de l'homme ou en matière de liberté publique? Donc, le colonisateur va ouvrir les vannes d'une manière mesurée, et va reconnaître aux Africains certains droits, comme le droit de vote, qui, avec la loi cadre en 1956, comme le droit d'association, qui va donner naissance, qui va permettre l'émergence du syndicalisme africain. De ce syndicalisme africain, on connaît que Houphouët-Boigny, avec le syndicat agricole africain, n'est-ce pas, qui va mettre fin au travail forcé. Parce que le travail forcé était une grave atteinte aux droits humains. Donc, mais la vraie épreuve de l'applicabilité des droits de l'homme commence après les indépendances, lorsque les États africains deviennent souverains. Donc c'est là que nous allons poser le curseur, après ce rappel historique, pour parler de la problématique des droits de l'homme et des libertés publiques en Afrique. Mais on observe, Magouan Domo, que très souvent les analystes s'appuient, lorsqu'il s'agit de faire le lien entre les libertés et le développement, très souvent ils prennent comme borne chronologique 1990, avec notamment le vent de l'Est sur le continent, et surtout pour la plupart des pays africains, le discours de la Baule. Et bien évidemment, je dois déjà préciser que en ce qui concerne l'histoire des libertés et des droits de l'homme, c'est une question de toute éternité humaine, parce que l'homme, depuis qu'il est sur Terre, est en permanence en quête de liberté, en quête donc de l'affirmation de ses droits. Et il faut relever donc le docteur, il a relevé en quelque sorte quelques points saillants de l'histoire chronologique des libertés en Afrique. Mais sauf qu'il s'est arrêté en chemin parce que, bien évidemment, avec les indépendances, il y a ce gain des libertés en Afrique. En Afrique, c'est-à-dire les États africains gagnent en quelque sorte en souveraineté, c'est-à-dire ils disposent des droits. Ils ont le droit de disposer d'eux-mêmes à travers les indépendances. Mais sauf que ce qu'on a constaté rapidement, c'est que les États qui se sont mis en place avaient un certain problème de légitimité, et donc il fallait gouverner, il fallait faire asseoir une certaine autorité à travers la violence, à travers la force, ce qui a généré très rapidement l'expansion presque partout en Afrique noire, francophone et anglophone, des régimes totalement presque... Au Cameroun, on parlera des lois d'exception de 1962. Bien sûr, c'est un parlement même des États totalitaires. Et ce qui fait que, avec les années, avec le vent d'Est, fort heureusement, qui est venu de l'Europe de l'Est, qui partit bien évidemment de la société civile, c'est-à-dire ce vent ce mouvement de réclamation des libertés, des droits, et le discours de la Baule, avec le président français,
François Mitterrand, nous on s'est rendu compte qu'il y a eu cette interpellation, cette vive interpellation des États africains, des dirigeants africains, à mettre un accent particulier sur la liberté. Oui, on se souvient que le président français disait que l'aide sera désormais conditionnée par la gouvernance et la libéralisation du processus. Effectivement, parce que ce vent d'Est va être en quelque sorte capitalisé par les pays occidentaux qui vont l'utiliser comme étant cet instrument de nouvel impérialisme dans le monde. Parce que s'il y a eu des mécanismes de civilisation dans la colonisation, des mécanismes d'octroi d'indépendance dans les années d'indépendance, alors lors des années de Brest, lors des années 90, le nouveau motif que va mobiliser l'Europe et l'Occident de manière générale pour faire l'impérialisme en Afrique, c'est la liberté. C'est qu'ils vont passer pour les maîtres qui définissent la liberté et qui l'imposent au monde, ils vont conditionner l'ère de développement en Afrique. C'est donc à partir de là que les États africains seront interpellés de plus en plus à un certain nombre de respect des libertés. Sauf que ce sont ces États qui vont définir le contenu de ces libertés, ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Sur cette question-là, Dr Isaac Issamé, au-delà de ces facteurs qu'on peut considérer comme exogènes, qui justifie l'avènement des libertés, des droits de l'homme sur le continent, notamment le vent de l'Est dont parlait tout à l'heure Dr Lomo, ou encore le discours La Baule, il faut quand même noter qu'il y a eu des facteurs endogènes, non? Au Cameroun, par exemple, on a parlé du Code des libertés de 1990, qu'on peut considérer comme le fruit de la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs politiques à l'intérieur du continent, enfin du pays. Tout à fait, tout à fait. Il faut même remonter au cours de l'indigénat pendant la période allemande. Il faut remonter à la possibilité qui avait été donnée aux indigènes à l'époque de créer des syndicats. Vous l'avez vu notamment en 1944, et même la possibilité que les populations ont eu à un moment donné de créer les partis politiques. Parce que ce sont des milieux d'expression de ces libertés-là. Et donc maintenant, si l'on revient à cette année de 90, où on a vu une sorte de dynamique se développer dans les pays d'Afrique, effectivement, on peut se rendre compte qu'il y avait les luttes endogènes déjà. C'est-à-dire qu'avant le discours de La Baule, on se souvient, par exemple, que dans le cas camerounais, des personnes comme Mme Arlette Ekoué, l'avocat maître Odo Black, et puis M. Anissé Kané, se battaient, et bien d'autres. Et peut-être même des activités qui étaient impulsées par des partis politiques comme le SIF. Tout à fait, bien d'autres acteurs encore. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que dans le milieu social et même dans le milieu politique, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Donc, il y a toujours une organisation. Et bien, la question est de savoir l'ordre qui a été établi pour le fonctionnement de l'organisation politique ou de l'organisation sociale est de quelle nature. Donc, vous pouvez avoir l'ordre consenti, ce qui a été difficile, c'est-à-dire que les gouvernants et les gouvernés s'entendent, sont en phase pour opérer les mutations, les changements nécessaires dans la société, ou alors l'ordre est imposé. Or, dans la plupart des pays d'Afrique, vous regardez, l'ordre a été imposé. Autrement dit, les acteurs politiques qui ont eu la chance, à la suite des indépendances, de conduire les sociétés politiques, ont toujours défini les règles en fonction de leurs intérêts, ce qui est de bonne guerre, parce que dans la société, effectivement, ce sont ceux qui remportent les luttes politiques qui gouvernent. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Et là, vous semblez mettre le pied dans le plat, parce que si on vous écoute bien, le sentiment qu'on a, c'est que vous essayez d'expliquer que la démocratie, ou mieux la libéralisation, puisque c'est de cela qu'il est question, ne peut réussir qu'avec des acteurs endogènes. Tout à fait. Bien sûr, on regarde souvent l'hypothèse de la coproduction, c'est-à-dire qu'il y a l'influence exogène, il y a l'influence endogène. Mais la nature de la liberté ou même des droits qu'on pourra avoir sera fonction justement du rapport de force. Parce que si c'est l'extérieur qui détermine effectivement par son influence l'organisation sociale, vous allez voir qu'on va vous imposer un certain nombre de choses.
Mais si le rapport penche plutôt pour les acteurs internes, vous allez voir un peu plus de liberté, un peu plus de démocratie. Toujours est-il que qu'on soit dans la démocratie ou en dehors de la démocratie, lorsque le système se met en place, soit il y a consentement, c'est-à-dire ceux qui dirigent et ceux qui seront dirigés ou qui sont dirigés s'entendent, et ça c'est l'idéal. Parce que quand on est en phase, on se comprend bien. Mais lorsque ceux qui dirigent ne tiennent pas compte des populations qui sont dirigées, eh bien, il y a tous ces problèmes. Alors, Dr Vision Essoumba, lorsqu'on parle donc du lien ou des rapports, si vous voulez, de la relation qu'il y aurait entre l'expression de liberté, la pratique des droits de l'homme et le développement, on fait très souvent allusion donc à ce discours La Baule de juin 1990 prononcé par le président français. Roland Dumas, qui commentait cette réaction, indiquait qu'il n'y a pas de développement sans démocratie, il n'y a pas de démocratie sans développement. Vous, aujourd'hui, s'il est question de faire, en regardant en arrière et en faisant une sorte de bilan, est-ce qu'on peut continuer à créditer cette thèse-là? Bien entendu, Duval. Vous savez, les vents de démocratisation et de libéralisation qui ont traversé l'Afrique et n'ont pas manqué également de toucher le Cameroun en 1990. Et on se rappelle qu'en cette période, plus précisément, le professeur Kontchoukwemini a dit que nous sommes dans une année révolutionnaire des libertés publiques des droits de l'homme au Cameroun. Je voudrais partir de ce discours de La Baule pour essayer d'indiquer que lorsque François Mitterrand le dit, il conditionne l'aide au développement aux pays africains sous justement la mise en place de la démocratie. Et vous voyez, la démocratie part déjà de quoi? Parce du simple fait que c'est le peuple qui est la source du pouvoir de l'État. C'est-à-dire qu'aucune personne ne peut exercer la souveraineté sans que celle-ci n'émane du peuple. Et le peuple doit donc, à partir de là, choisir de manière libre leurs dirigeants. Et à partir de là, on se rend donc compte que l'élection devient une élection participation dans le cadre du choix des dirigeants des pays africains. Et c'est le cas pour le Cameroun. Et à partir de là, donc, le lien part de quoi? Le lien part tout simplement du fait que, en ayant choisi donc les dirigeants de manière libre, on voit bien que c'est la manifestation de la démocratie, puisqu'il y a à la base l'élection qui procède au choix des dirigeants. Et le droit de vote, qui est exprimé. Qui devient, voilà, une participation pour les citoyens de procéder au choix de ces dirigeants. Et maintenant, en retour, vous savez, on dit quoi? Qu'une fois que la démocratie se manifeste à travers l'élection, le développement ne peut suivre que par les mesures qui sont prises par ceux qui ont été choisis directement ou indirectement par le peuple. Et ça fait donc de sorte qu'il y a un lien étroit entre démocratie et pouvoir. Ne détient le pouvoir que sur la base des éléments démocratiques, c'est-à-dire le choix ou l'élection. Et à partir de là, donc, le développement ne peut que suivre parce que les dirigeants qui sont choisis ne peuvent œuvrer que dans le sens du développement de l'État. Et d'où les crises que nous allons voir. Et peut-être que ça me permet un peu de remonter dans l'histoire. Et le docteur Isaac Essama a essayé de le relever avec pertinence que, au départ, avant les années 1990, si vous constatez très bien, nous avons en Afrique ce qu'on appelle des constitutions octroyées ou des constitutions d'emprunt, ce qu'on a appelé dans la théorie chez nous du mimétisme de ce qui se passait plus précisément en France. Mais au niveau des années 90... Oui, ce qui s'est manifesté à travers les questions des conférences nationales souveraines, entre autres, qu'ils ont réussi... Avec, justement, la tripartite que nous avons choisie, parce que beaucoup d'autres États africains avaient choisi des conférences nationales, mais par une piéguerie du président de la République, il a estimé que les conférences souveraines sont sans objet et qu'il fallait opter. Oui, mais là, vous le rejoignez parce que justement, il semblait indiquer tout à l'heure dans son développement que ce processus de libéralisation ne réussit qu'avec la participation des acteurs endogènes, entre autres. Et on a bien vu qu'avec ces affaires de conférence nationale, je vous pose la question, on a vu que dans certains cas, ça marchait. Si on prend le cas du Bénin, on va voir que dans d'autres pays aussi, il y a des pays où cela a échoué lamentablement. Et là, il faut peut-être interroger la participation, je vais dire, sérieuse des acteurs politiques. Oui, les acteurs politiques camerounais ont joué un rôle très important.
Vous vous rappelez que si même cette tripartite, si toutes les dispositions qui avaient été arrêtées lors de cette tripartite avaient été applicables au fond dans la mise en œuvre de la Constitution de 1996, ce qu'aujourd'hui, justement, on ne le nie pas. Nous avons de très bons tests, un arsenal juridique intéressant en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Et je dois peut-être vous indiquer que un des aspects qui avait été important lors de cette tripartite, c'était par exemple le statut des partis politiques. Vous voyez aujourd'hui qu'en réalité, les partis politiques n'ont pas un statut juridique, encore moins un statut constitutionnel. Parce que quand on dit les formations politiques participent à l'exercice du suffrage, encore là, ça veut dire qu'on limite le rôle des partis politiques à une vocation électorale. Or, on aurait pu donner une place essentielle, par exemple, au leader de l'opposition, un peu comme on le voit en Grande-Bretagne. Le leader de l'opposition en Grande-Bretagne est reçu par la reine. Tous les premiers mardis du mois, il est reçu par le Premier ministre. Donc, donner une place protocolaire au leader de l'opposition au Cameroun. Au leader, surtout, un peu comme tout à l'heure, à partir de l'élection de 2018, du 7 octobre, on voit le leader de l'opposition qui peut à tout moment être reçu par le Premier ministre, par le président de la République, parce que, dit-on, c'est lui qui maîtrise mieux les réalités du terrain. Alors, l'auteur Joël Raphaël Ouassi, on parlait tout à l'heure de cette sortie du président Mitterrand. On a parlé du développement fait par un certain nombre d'exégètes sur la question pour faire le lien qui entre la liberté et puis le développement. Mais il y a aussi ceux qui soutenaient, quelque temps après ce discours La Boule, que ce n'était pas une bonne chose pour le continent. Je parlais tout à l'heure de Sylvie Brunel, qui soutenait que quelques années après, que ce discours La Boule a plutôt ouvert une décennie de chaos sur le continent africain. Est-ce que c'est votre avis? Décennie de chaos, mais le discours de La Boule était une grosse hypocrisie. Grosse hypocrisie en ce sens que le discours de La Boule vient à la limite clore les différences de perception des questions de droits de l'homme qui étaient posées pendant la guerre froide. Les pays africains ont beaucoup souffert de l'altération des droits de l'homme pendant la guerre froide parce que c'était des zones d'influence qui se battaient. Et du fait que les zones d'influence se battaient, les dirigeants qui aspiraient à conserver le pouvoir, parfois le pouvoir personnel, le faisaient avec l'appui des puissances qui les soutenaient. Donc il faut prendre en compte ce contexte international. C'est pour expliquer quoi? C'est pour dire que les exigences formulées par le président français, je veux dire, à travers ce discours, La Boule visait davantage à endiguer le communisme qui, de son point de vue, pouvait toucher le continent africain. Exactement, visait à endiguer le communisme et les nationalismes qui s'est développé. Et ce type de nationalisme qui s'est développé en Afrique ne plaisait pas beaucoup à certaines grandes puissances qui voyaient leurs intérêts remis en jeu parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler les dirigeants démocratiquement élus. Donc, il y avait une hypocrisie tout en disant, vous avez les libertés, mais c'était des libertés suffisamment contrôlées. Parce que la plupart des dirigeants de l'époque, du moins la plupart des dirigeants qui ont écouté le discours de La Boule, ont renforcé plutôt la limitation des libertés publiques. Moi, je prends le cas du Togo, je prends le cas du Cameroun, tous les accords de la tripartite ont été sapés. Vous comprenez? Je prends le cas du Tchad. Et reste. Il y a eu certaines évolutions avec des fortunes plus ou moins diverses dans les pays anglophones. Mais en réalité, le discours de La Boule était une grosse hypocrisie qui nous a mis encore beaucoup plus dans des difficultés aujourd'hui, puisque l'altération des libertés publiques, l'altération des droits de l'homme est constatée dans les pays francophones. Regardez tout simplement les pays francophones de la CEMAC. Comment les libertés publiques sont à la limite foulées aux pieds. Donc ce n'est plus un problème. Le problème ici est quoi? Le problème ici est que la souveraineté des peuples qui devrait s'exprimer à travers des voies démocratiques est entièrement bafouée dans la mesure où les peuples prétendent qu'elles ont gagné en multipartisme. En fait, elles ont gagné en multipartisme, mais elles n'ont pas gagné en véritable liberté, en véritable choix de leurs dirigeants. Puisque la plupart des élections en Afrique sont des élections dirigistes. Et à la limite, elles ne laissent pas présager des véritables bases de développement.
Est-ce que vous avez le sentiment, Dr Magloire Ndomo, que en regardant dans notre viseur aujourd'hui, Oui. on peut avoir le sentiment que les États africains étaient de mauvais élèves de la démocratie, des libertés, des droits de l'homme, et que cela peut justifier le retard au niveau du développement économique, entre autres? Bien évidemment, les États africains ont été des mauvais élèves, même si certains se sont réclamés être les On meilleurs. peut tirer leur épingle du jeu. Oui, mais j'ai dit aussi, même certains ont réclamé être les meilleurs élèves. Et aussi, au bout du compte, après avoir fait le bilan, ça qu'ils ont été aussi des mauvais élèves. Mais je crois aussi qu'ils étaient prédestinés à être des mauvais élèves. Parce que lorsqu'on voit en quelque sorte le contenu idéologique de ce vent des libertés et de la démocratie, et nous voyons que les mécanismes ne pouvaient pas accoucher du développement escompté. Parce que lorsque nous parlons du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui peut être mobilisé ou capitalisé comme fondement du développement. Mais lorsque le régime des libertés est imposé à un peuple, lorsque les modèles d'organisation sociale est imposé au peuple, lorsque les mécanismes électoraux sont élaborés et établis et imposés au peuple, et que le peuple en quelque sorte se sent étranger aux mécanismes mis en place, alors on ne peut pas obtenir les résultats escomptés, parce que lorsqu'on parle du lien entre liberté et développement, il s'agit, je vais vous dire, de quelque chose de très complexe. Parce que déjà, lorsqu'on parle de démocratie, la démocratie elle-même, elle est très complexe. Parce que si on parle de démocratie comme étant le fait d'élire le dirigeant, j'ai l'habitude de dire, si on élit un dirigeant incompétent, mais il a été élu, ça change quoi en matière d'efficacité de la démocratie mise en place? Ça ne change rien du tout. Et deuxièmement, si on élit Il y a un exemple historique, le cas de l'Est en Pologne. Effectivement. Et puis, si les peuples bénéficiant ces droits d'aller élire sont en quelque sorte étrangers dans ce système dans lequel ils sont. Par exemple, quels sont les mécanismes de cette collaboration entre liberté et démocratie? Lorsqu'il y a un régime de liberté mis en place, il faudrait que ces mécanismes puissent influencer la culture du peuple, la vision du peuple, qui elle-même devrait être prise en compte dans le processus d'élaboration de ces principes. Alors vous semblez donc indiquer que le chaos dont parlent certains comme conséquence de ce projet de libéralisation est lié au fait qu'on n'a pas su internaliser. Bien sûr qu'il y a une fracture entre... On n'a pas su importer. Bien sûr. Ou adapter oui. Ce système importé. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes voudrait même ces libertés qu'ils les pensent d'eux-mêmes. Et puis que le modèle de mis en place, qu'ils les définissent eux-mêmes. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra assister à une certaine incidence des libertés sur le développement. Vous allez voir, est-ce que même les dirigeants que nous élisons, est-ce qu'ils sont le reflet du peuple? Les mécanismes mis en place, le docteur parlait tout à l'heure d'une certaine élection dirigiste. Les mécanismes d'élection mis en place sont faits de telle sorte que c'est quelques élites qui deviennent élites par des mécanismes très peu connus, qui accèdent au pouvoir et qui dirige le peuple. Alors, comment est-ce que ces mécanismes d'élection de ces élites peuvent participer à développer? Et puis, je vais présenter une situation empirique qui est de la nôtre. Voilà, nous sommes là en plein débat télévisé, nous parlons des rapports entre la démocratie et le développement. Et on peut se dire, le Cameroun, depuis octobre 2018, est en pleine démocratie parce que les élections ont eu lieu et puis des millions de Camerounais se sont exprimés et puis il y a le président Paul Biya qui a gagné les élections et puis un autre a exigé a contesté avant avoir lui aussi gagné les élections et puis ils ont fait recours auprès de l'Union africaine. Et les marches sont en cours, certains vont en prison, d'autres sont libérés par la suite. L'Union africaine examine. Nous sommes en plein cours, nous sommes en pleine démocratie. Mais sauf qu'observer l'état des routes à Douala. Regarde, quel est le lien entre les deux? Quel est le lien entre la pleine démocratie? Parce qu'on va dire, nous sommes en pleine mutation démocratique au Cameroun. On est en pleine transition démocratique. Et puis, nous vivons un ère exceptionnel, démocratiquement parlant. Mais sauf que regardez l'état du développement des infrastructures routières. Donc, pour dire que le lien, c'est très complexe. Donc, on ne peut pas partir
avec les mécanismes démocratiques mis en place, imposés à l'Afrique, à travers nécessairement les élections. Je ne voudrais pas livrer ma lecture des élections en Afrique ici parce qu'elle n'est pas très agréable à écouter, parce que j'en vois souvent comme étant une dépense énorme et pour rien de l'argent du contribuable, parce qu'on n'en voit pas les résultats, et surtout aussi parce que tous ceux qui savent que ces élections pour lesquelles nous dépensons ne peuvent pas produire quelque chose d'important, notamment en matière de développement, en matière d'amélioration des conditions de vie des populations, ils le savent très bien, mais sauf que nous continuons à en faire parce que c'est le mécanisme d'organisation sociale imposé par l'Occident, et puis c'est le seul mécanisme dont nous disposons pour légitimer au moins ceux qui vont nous diriger. Mais sauf que ils ne participent pas à produire le développement escompté. C'est pour ça que nous sommes, depuis près de 6 mois, une demi-année, en pleine brèche démocratique, et tout s'empire. Si tous ceux qui ont un véhicule sur ce plateau savent que depuis des mois, nous vivons un enfer à Douala, ce qui m'a fait demander, mais est-ce que ce n'est pas peut-être les incidences de la guerre? Est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes dans un pays de guerre que les routes sont aussi délabrées? Et je voudrais dire peut-être ici que sont les incidences, c'est l'impact direct de la démocratie. Et donc la démocratie en pleine marche, parce que le rôle de la démocratie est d'engendrer le développement. Et donc voilà à quel niveau nous sommes développés. On reviendra tout à l'heure pour développer cet aspect-là, parce que vous semblez expliquer qu'il ne faut pas seulement focaliser sur les droits politiques, il faut peut-être focaliser également sur les droits sociaux et économiques. Et très souvent, ce sont des éléments qui ne sont pas pris en compte. Qui ne sont pas pris en compte, qui ne sont Alors, même pas on va développer cela tout à l'heure. Docteur Isa Issamé, finalement, où se trouve le problème? Est-ce que le problème, c'est les principes qui nous ont été imposés entre griffes, à savoir liberté et droits de l'homme? Est-ce que le problème se situe au niveau de l'appropriation de ces valeurs? Est-ce que le problème se situe au niveau de la capacité des acteurs à domestiquer effectivement ces valeurs? On peut considérer toutes ces dimensions. La première des choses à comprendre, c'est qu'il ne faut pas toujours accuser l'Occident. Parce que l'Occident même, si on regarde très bien, vous allez vous rendre compte qu'il a pris l'exemple chez nous. Au-delà de la question théorique, c'est-à-dire qu'on peut aller dans l'Antiquité gréco-romaine pour considérer qu'il y avait des combats pour la conquête des droits et des libertés. On peut lire par exemple Antigone de Sophocle pour comprendre ce qui s'est passé. Mais ça, c'est sur le plan théorique. Mais si vous allez sur le plan pratique et juridique, vous allez vous rendre compte que les droits de l'homme et liberté ont commencé en Afrique. Or, il y a, je ne sais pas où c'est par dessein, que l'on a voulu enseigner pendant longtemps que lorsqu'on parle de droits de l'homme et liberté, il faut commencer par la charte de l'Angleterre. Non, celle de 1215. Il y a bien une charte malienne en 1212 qui vient avant. Donc, lorsqu'on considère cela, on voit très bien que... Oui, c'est cela. Que nous avions déjà l'idée des droits de l'homme et liberté publique, mais est-ce que c'était sur tout le continent? C'est là où il y a un problème. Et donc, lorsqu'on a rencontré l'Occident, pour ceux qui sont venus explorer, ceux de la traite négrière, ceux de la colonisation, etc., forcément, l'Afrique a été au contact d'un certain nombre d'habitudes. Mais il faut revenir sur la culture des droits de l'homme et des libertés publiques. Parce que l'idée de démocratie en elle-même n'est pas mauvaise. On permet à chacun de participer d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce que les gens ont intégré cela? Est-ce qu'il y a une culture manifeste qui tient compte d'autrui, qui accepte le partage? Donc la question, c'est l'appropriation de ces idéaux-là. Il y a l'appropriation du point de vue de ce qui est venu. Oui. Mais il n'y a pas appropriation du point de vue de ce qui existait déjà et qu'il fallait simplement développer. Ensuite, il n'y a pas appropriation lorsque les peuples d'Afrique eux-mêmes, lorsqu'on regarde très bien, ont presque refusé d'être épanouis, parce qu'il faut toujours aussi considérer cela. Alors, qu'est-ce qui permet de le dire? Les peuples s'organisent et sur la base de leur organisation, on met sur pied des types de régimes politiques. Et donc même lorsque vous êtes en contact avec l'Occident,
tant que votre organisation est solide, vous n'aurez pas assez de problèmes. Et je rappelle qu'un pays comme l'Éthiopie ne rentre pas dans ce qu'on a considéré comme colonisation, mais on n'a pas tellement avancé, même s'il y a un changement majeur aujourd'hui. Donc, il faut indexer les peuples qui n'arrivent pas à développer une culture de la démocratie, une culture de l'acceptation des autres, une culture du partage, autrement dit de la justice sociale. Est-ce qu'on retrouve cela au sein de peu? Or, c'est ce défi-là que les Occidentaux ont relevé quand vous voyez les Américains, la conquête des droits et libertés. Essayer de conquérir des droits, on a mis sur pied une organisation sociale, on s'est opposé à tous ceux qui voulaient imposer une domination particulière et partisane. Donc on vise l'intérêt général. Si vous allez en France, c'est ce qui s'est passé dès 1789, vous avez eu toutes les mutations qui ont été là-bas. Donc ici également, en Afrique, les peuples ont pu se battre. Mais à un moment donné, on a constaté que chaque acteur, pris individuellement ou dans le cadre d'une communauté, visait des intérêts personnels en oubliant la grande communauté qui existait. Donc ça, c'est la faiblesse du peuple qui devrait peut-être revenir sur les réflexions de Gabriel Almond et Sidney Weber sur les civic culture. Parce qu'il y a la culture paroissiale. Rendez-vous compte, en Afrique, les gens sont beaucoup plus près des milieux religieux, où ils ne s'intéressent pas fondamentalement à la vie quotidienne. Chacun pense à aller au paradis. Donc ça pose un problème de ce fait-là. Donc il faut revenir à la culture civile, à la culture politique. Deuxième élément majeur ici, on va indexer les gouvernants parce que on peut bien élire un gouvernant et il échoue dans la gestion. Comme on peut mal l'élire et il réussit dans la gestion. Donc tout n'est pas arrêté dès le départ. Il faut regarder la mentalité de ces gouvernants-là. Il faut regarder leur humilité. Si vous regardez la plupart des gouvernants qu'on a eus dans les années 1960, même pour ceux qui n'étaient pas armés intellectuellement, ils avaient quand même la décence d'écouter, de comprendre. Et donc ça permet de faire un certain nombre de choses. Or, ceux qui ont brillé par l'égoïsme ou alors l'idée selon laquelle dès qu'on était au pouvoir, on était libre de faire ce que l'on voulait, eh bien, c'est ce qui a conduit au chaos. Docteur Issomba, qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Est-ce que les libertés, les droits de l'homme sur le continent africain ont contribué au développement ou, de votre point de vue, ont davantage envenimé une situation chaotique qui existait déjà pratiquement depuis les indépendances? Oui, tu vois, je voudrais partir d'un test français qui a eu une influence assez considérable sur le continent africain. C'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789. Et dans cette déclaration, d'ailleurs qui est d'origine française, on se rend bien compte que cette déclaration s'est retrouvée pérennisée au sein des constitutions des États, un peu comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire et bien d'autres, mais peut-être pas au Cameroun. Alors, qu'est-ce que cette déclaration prévoyait? Cette déclaration a mis en œuvre un certain nombre de principes liés aux libertés, l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, le droit de la résistance à l'oppression. Et cette déclaration a fait monter justement un aspect qui me semble contestable, qui est celui de l'individualisme, et voulait l'imposer donc aux États africains. Or, vous savez qu'en Afrique, ce que l'on met en exergue, c'est le communautarisme africain. C'est-à-dire que le Camerounais ou l'Africain se sent mieux bien avec les autres que de développer l'idée d'individualisme. Donc, voilà un point. Alors, ce que moi je voulais dire par rapport à la question que vous posez, je voudrais tout simplement rappeler que je ne tire pas à boulet rouge sur les principes de la démocratie. On peut peut-être estimer que nous l'avons mal acquis ou nous l'avons mal implémenté, mais reconnaissons tout de même que le tort peut revenir à nos dirigeants. Regardez aujourd'hui, on dit que le citoyen camerounais participe
au fonctionnement de l'État par deux choses, c'est-à-dire il participe à l'élaboration des lois, soit de manière directe ou indirecte, à travers le référendum, ou de manière indirecte en choisissant ses représentants. Maintenant, participe aussi de manière considérable au fonctionnement de l'État par l'accès aux fonctions publiques, c'est-à-dire que tenant sur la vertu et le talent, c'est-à-dire que le talent et la compétence, si on peut l'indiquer ainsi. Or, on se rend véritablement compte aujourd'hui qu'un aspect tel que la corruption a franchement endommagé le développement. Parce qu'on peut élire, comme le docteur Essambela a évoqué tout à l'heure avec pertinence, qu'on peut élire un bon dirigeant ou on peut élire un mauvais dirigeant, mais si ce dirigeant vient et ne se retrouve pas dans des éléments tels que la décision, le contrôle et la sanction, on n'aura pas de développement. Le développement sera difficile. Je prends un aspect. Regardez, le 4 avril 1961, il avait été créé avant 2012, le tribunal criminel spécial. Ce n'est pas une nouveauté. Et vous savez, la sanction qui était indiquée, c'était que dès que vous avez détourné le président Ahidjo, vous avez détourné 500 000 des caisses de l'État, vous étiez immédiatement condamné à perpétuité et à travaux forcés jusqu'à ce que vous mouriez. Alors, regardez la mise en place du tribunal criminel spécial depuis 2012. On dit, si vous remboursez le corps du délit, il est éventuellement envisager une libération. Mais c'est une clause très dangereuse, monsieur Duval. Je vole 10 milliards de l'État, des caisses de l'État. Le procès dure 5 ans. Entre-temps, les 10 milliards sont fructifiés auprès d'une banque. Et peut-être la 15e année, je passe aux affaires complètes. Quand je libère le corps du délit, je restitue le corps du délit, on me libère. Mais c'est un enrichissement. Donc, les questions de démocratie sont liées également à l'éthique et à la bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut mettre les deux en place. Et regardez aujourd'hui, M. Duval, je voudrais un peu monter le curseur en indiquant que les constitutions aujourd'hui en Afrique sont abrogées, renouvelées, ont une instabilité constitutionnelle au sein des pays africains. C'est ce qui peut aussi justifier que le développement ne suive pas. Parce que quand vous regardez toutes ces réformes constitutionnelles qui sont généralement faites, vous vous rendez compte que ça touche soit le mandat du président, soit la durée au poste du président. Donc, les réformes qui sont faites ne sont ciblées que sur la personne du président. Or, ça rejoint donc l'idée générale aujourd'hui qu'en Afrique, on est passé justement des régimes mixtes de type parlementaire ou présidentiel, beaucoup plus à des régimes de type présidentialiste. Et pour le Cameroun, on va parler de présidentialisme modéré ou de présidentialisme démocratisé avec la mise en place des multiples élections qui se tiennent. Donc le développement et la liberté, on se rend bien compte qu'il y a une véritable césure. Bien choisir les dirigeants, c'est bien, mais que ces dirigeants se mettent au service du peuple, c'est encore mieux. Docteur, ainsi sur ces questions de lien ou de rapport entre les libertés et les droits de l'homme et puis le développement, tout à l'heure, on parlait des situations, on a pris des exemples qui sont différents d'un cas à un autre. Il y a des pays qui ont pratiquement réussi cette transition démocratique-là. Il y a des pays qui ont eu du mal à s'adapter. Oui. Lorsqu'on compare, est-ce que vous avez le sentiment que les pays qui sont le mieux comportés dans cette transition démocratique ont obtenu une plus-value en ce qui concerne le développement économique? Je pense que le développement économique dépend de plusieurs facteurs. Le développement économique qui nous avait été promis aux indépendances, c'était le bien-être des populations, l'émancipation, tout le discours de promesses qui nous a été fait. Mais le discours de promesses nous a été fait tout en altérant les libertés publiques. On a sacrifié la liberté publique en croyant que les libertés publiques en elles-mêmes portaient les germes de la désunion. On pouvait exécuter, on pouvait tuer. Moi, je connais au Cameroun des vrais cadres qui ont été exécutés tout simplement parce qu'ils représentaient des voix discordantes. Je connais ceux qui ont été jetés en prison, qui sont sortis éclopés, qui sont morts quelques semaines après leur sortie de prison. Je parle du cas du docteur Aïda Bébé. Je connais le docteur Kamga qui a été jeté en prison par un grand économiste, tout simplement parce qu'il avait des voix discordantes. Donc on a sacrifié la liberté. Lorsqu'on a voulu faire un bilan... Parce qu'on estimait justement que ce régime de répression
pouvait aider au développement des développement économique. Oui. Alors le régime de l'oppression a échoué en matière de développement économique. Parce que lorsqu'on fait un véritable audit de nos États, de nos nations, 40 ans, 50 ans après, nous avons encore des problèmes de base, des problèmes d'eau potable, des problèmes d'électricité, des problèmes incroyables qu'on ne pourrait plus retrouver dans un État 60 ans après. Alors, après ce sacrifice de liberté, on nous a apporté un nouveau discours. Le discours de vous serez des hommes libres désormais, tout ça. C'est pourquoi je dis que c'est une grosse escroquerie. Monsieur Sam a dit, Docteur Issamé a dit, il y avait déjà un socle culturel. Même si l'Afrique ne représentait pas une globalité sur le plan culturel, on ne peut pas se développer si on n'enseigne pas l'histoire et la culture des peuples. Moi, je venais de découvrir que le sultanat Bamoun au Cameroun avait déjà garanti la liberté de religion au 18e avec le sultan Joya. Lorsque le sultan Joya se rend chez le sultan de Banyo, chez le lamido de Banyo, pour lui dire j'ai des difficultés chez moi, je souhaite que tu me prêtes ton armée pour pouvoir récupérer mon pouvoir auprès de mes cousins qui me font une guerre. Le sultan de Banyo, qui était déjà islamisé, lui dit, mais je veux bien t'aider, mais il faut que tu deviennes musulman. Vous savez ce qu'il lui répond? Je veux bien devenir musulman, mais je ne peux pas l'imposer à mon peuple. C'est des formes de liberté qui étaient déjà garanties à cette époque. Le sultan Joya lui a dit non. La preuve aujourd'hui, vous voyez, au pays Bamoun, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des animistes. Ce sont des libertés qui étaient déjà garanties à l'époque. Dans les cultures des zones forestières, notamment Douala et Reste, il y avait déjà des cultures. L'Ambola Motolène d'Ambola Moto, on reconnaissait la propriété. Il y avait déjà des organisations qui reconnaissaient la propriété. Celui qui tuait était banni ou bien était tué. Il y avait déjà des sanctions, il y avait des formes de justice et des formes de défense. Donc nous avons renoncé à nos valeurs culturelles en croyant que lorsque nous allons importer, c'est bien l'universalité des droits de l'homme, on reconnaît cela. Puisque je venais de vous dire une forme d'universalité en matière de religion. On n'a pas attendu les Européens pour ça. Mais notre problème, c'est quoi? C'est que nous avons choisi des gens qui ont atterré la liberté publique et qui ont imposé un pouvoir personnel. La personnification du pouvoir politique en Afrique a été un grand problème. Tous les timoniers ont joué. Donnez-moi un seul timonier qui a gagné, qui a réussi à mener son peuple au développement. Les timoniers, vous voulez que je les cite? Tous les premiers gardes des indépendances qui nous racontaient des histoires qu'il fallait sortir applaudir pour eux, on les a consacrés au Congo, au RDC, au Zaïre, tout ça, au Cameroun avec les Haïtiens et tout ça. Ça n'a rien apporté. On a sacrifié des libertés, on a tué des gens, on a désorganisé des États. Donc, il faut dire au peuple clairement, c'est un débat scientifique que nous menons, c'est que nous avons échoué en termes de préservation des libertés publiques. Ça se ressent aujourd'hui dans nos États. Je n'ai pas besoin de suivre mon regard. Pour un rien, pour une insulte, pour un truc, alors vous êtes en prison. Et même la prison, j'ai dit ça lors d'une émission, même la prison n'est pas de notre culture. La preuve, en Douala, qu'est-ce qu'on dit? Ndababeboua, qui veut dire la maison des souffrances. Chez les Bamilekons, on dit Priscina. Le mot Priscina, c'est un anglicisme. Quand chez les Bassans, on dit Ayemok. Mok, c'est un endroit où, lugubre, ou bien Ngata Malinga. Ngata, c'est quoi? C'est l'endroit où vous allez ligoter. Donc, est-ce que la prison était pour nous un exemple? La prison est une importation coloniale. Les premières prisons étaient construites au Cameroun dans les années 30. Les gens étaient enfermés dans des forts. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, cette forme de sanction commence à poser problème. Envoyer quelqu'un en prison, donc l'évocation seule même du mot prison, de rupture de liberté, en termes d'enfermement, constitue un problème. Docteur Nomo, lorsque, dans le développement que vous avez fait tout à l'heure, vous avez semblé mettre en relief deux types, je veux dire quoi, les différents types de liberté ou de droit, je ne sais pas comment il faut dire ça, verticaux, pour faire allusion aux exigences du peuple par rapport à l'État,
et même des droits horizontaux. Mais sauf que on a le sentiment, on n'évoque pas très souvent ces droits horizontaux, en faisant allusion notamment aux droits, par exemple aux droits sociaux. J'en parlais avec quelqu'un à l'entrée de cette émission qui parlait par exemple de la question des handicapés, qui représente 10% de la population du Cameroun. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que c'est une frange de la population qui est prise en compte dans les politiques publiques, ou que ce soit, on parle par exemple des sourds-muets. Il me faisait remarquer effectivement que lorsqu'on regarde par exemple les débats télévisés ou des journaux, est-ce que vous avez le sentiment qu'on pense à cela pour faire allusion justement à ces droits sociaux-là? Je crois que peut-être c'est à ça que vous voulez faire allusion, parce que vous avez indiqué tout à l'heure qu'il ne faut pas seulement prendre en compte les droits politiques, il y a peut-être les droits économiques, les droits sociaux qu'il faut prendre en compte dans l'analyse de cette problématique. Bien évidemment, parce que lorsqu'on parle aussi des questions de liberté, démocratie et développement, on met davantage en relief le lien entre les libertés publiques et le développement. Sauf que, comme nous avons montré ici, on ne peut pas, à partir de l'exercice de ces libertés publiques, comme par exemple les libertés de vote, obtenir directement le développement, parce que le développement dépend de beaucoup d'autres facteurs, comme cette expression des libertés économiques, des libertés sociales. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que en matière d'expression des libertés publiques, nous allons à une échéance électorale, nous élisons nos représentants, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, et par la suite, ce n'est pas ça, en fait, c'est pas ça qui produit directement le développement. Le développement vient par la suite. Et le développement vient à quel niveau? Au niveau de l'interaction de ces dirigeants avec les autres acteurs du développement. C'est à ce niveau que se produit le développement. Et c'est donc dans cette interaction que le dirigeant reconnaît aux populations un certain nombre de droits. Par exemple, est-ce que l'argent de la mairie appartient réellement à la communauté en question? Et comment est-ce que gère le maire? Est-ce que l'argent de la communauté urbaine appartient vraiment à toute cette communauté? Et comment gère cet argent, le délégué du gouvernement et tout son staff? C'est la raison pour laquelle, en matière de développement, on dit souvent que il ne faut pas seulement de ces libertés publiques, il ne faut pas seulement la démocratie pour qu'on obtienne le développement, il faut aussi la gouvernance et surtout la bonne gouvernance, d'où les questions d'éthique aussi. Et lorsqu'on touche les questions d'éthique, ça relève surtout de la mentalité du peuple. Et ça, je voudrais embrayer directement sur cette question de mentalité du peuple, qui est un pilier essentiel du développement. Parce que lorsque vous allez dans une communauté qui doit être développée, nous avons évoqué déjà tout à l'heure ce lien entre la propriété privée, c'est-à-dire celle développée, promue par l'individualisme, et puis la culture communautaire, la vie communautaire. Est-ce que dans une communauté rurale, dans une communauté locale, le développement repose-t-il sur la dimension communautaire, celle consacrée par la tradition, par l'histoire de cette communauté, ou le développement repose sur la liberté individuelle, celle promue davantage par la démocratie? Je me dis, et c'est cette piste-là que je voudrais envisager pour expliquer l'échec du développement malgré quelques avancées démocratiques indéniables en Afrique, surtout dans notre pays. Par exemple, le fait que nous soyons sur ces plateaux et que les uns et les autres puissent dire ce qu'ils veulent, même s'il y a quand même certaines limites à leur expression, c'est un acquis de la démocratie. Maintenant, comment est-ce que malgré ces petites avancées démocratiques, nous avons un échec catastrophique en matière de développement? Mais c'est vrai, certaines personnes vont dire, voyez, on a tel nombre de kilomètres de route qu'on n'avait pas hier, mais sauf que la population aussi a grandi. Et puis les déplacements aussi se sont beaucoup améliorés. De sorte que le ratio développement et dimension de la route bitumée est largement inférieur à ce que nous avions hier en l'absence de démocratie. Où est donc le problème? Le problème est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le fait que nous ayons en quelque sorte lésé les dynamiques endogènes, qui sont les véritables dynamiques de développement. Lorsqu'on parle de liberté, par exemple, j'aime souvent mettre l'accent sur la liberté de penser. Et lorsque je dis souvent, il faut libérer la liberté de penser. Parce que lorsque nous vivons, par exemple, quasiment un ère de l'entrepreneuriat. Mais sauf que je dis souvent que l'entrepreneuriat ne repose pas seulement sur des initiatives gouvernementales d'accompagnement des jeunes, elle relève aussi sur une culture de la liberté de penser,
développés dans un peuple qui permettent à des individus de s'exprimer, et c'est-à-dire de faire tourner les jeunes. Et c'est ainsi qu'en remuant leur pensée en toute autonomie, qu'ils en viennent à faire des découvertes, qu'ils en viennent à innover. Et ça, nous sommes essentiellement dans le champ de la culture d'un peuple, de la philosophie d'un peuple. D'ailleurs, vous voyez le grand vent des libertés que nous vivons actuellement, quasiment des années de la Renaissance, avec des grands penseurs, des grands philosophes, René Descartes, et puis la Révolution avec les John Locke, Jean-Jacques Rousseau, ainsi de suite, qui ont créé une nouvelle manière de penser, dont l'Occident a essentiellement bénéficié, parce que le développement de l'Occident aujourd'hui repose certes sur la démocratie, mais une démocratie qui a réussi à créer une certaine sorte de culture. Ce qui fait que le modèle de développement en Europe, notamment avec la culture individualiste, est en parfaite harmonie avec le développement économique, notamment capitaliste, d'où il n'y a pas on n'a plus besoin de se poser la question de savoir pourquoi l'Europe est développée, mais parce qu'il y a une harmonie. En fait, chez nous, donc, maintenant, il y a une scissure. Et c'est cette fracture qui se crée, notamment cette fracture entre le modèle d'organisation communautaire et puis le modèle économique mis en place qui ne donne pas de résultats. Et je voudrais aussi les relever quelque chose aussi qui bloque. Lorsqu'on parle des libertés civiles, par exemple les libertés religieuses dans notre pays, lorsque un État donne la possibilité aux citoyens d'adhérer à la religion de leur choix, et que cela permet au pentecôtisme, pour ne prendre que ce mouvement religieux, de créer toute une industrie telle que celle que nous connaissons. Et au sein de cette industrie qu'on appelle les églises, il y a quasiment un régime de négation des droits absolus, une négation absolue des droits. C'est-à-dire, le rôle des pasteurs, c'est d'opprimer la liberté de penser. De sorte que si vous évoluez dans une église, on vous étouffe totalement votre liberté de penser. Comme pour dire qu'il peut y avoir des formes de liberté garanties par l'État qui débouchent du libertinage. Bien évidemment. Et je voudrais terminer. C'est comme si vous lisez dans mes pensées. Et je voudrais terminer par cette question du libertinage. Duval, j'ai l'habitude de dire, j'ai lu beaucoup d'auteurs qui parlent de la dictature en Afrique, du totalitarisme, et ainsi de suite. Mais ce que j'ai l'habitude ces derniers temps, ça fait presque deux mois que je travaille sur la question en matière de dictature en Afrique. Et je me pose une question. Qu'est-ce que la dictature? Parce que lorsque je vois une ville comme la ville de Douala, je vois une sorte de libertinage total dans tous les secteurs. Nous voulons parler du développement. Prenons le secteur du marché. Si vous voulez faire un achat à Douala, allez dans n'importe quel marché. Il y a quelqu'un pour vous en arnaquer. Il y a quelqu'un pour vous dire c'est tel prix. Alors c'est faux. Il a multiplié le prix par 2, par 3. Et puis, son objectif est de vous déposséder. Violation de vos droits. Et plus loin en entreprise, c'est la même situation. On a une telle anarchie qui viendrait de liberté. Une telle anarchie telle que vous avez des chefs d'entreprise qui ont des salariés dont les droits sont totalement bafoués. Et qui participent à l'échec du développement. Parce que si dans une entreprise, vous prenez des salariés que j'appelle souvent les salariés affamés, parce que leur rémunération ne permet même pas de manger. Et puis, leurs droits sont totalement violés, ils ne peuvent même pas s'exprimer, mais dans un tel environnement, l'entreprise que nous connaissons est le moteur essentiel du développement dans notre monde aujourd'hui. Alors, avec un tel environnement social ou socio-organisationnel, comment peut-on obtenir une entreprise qui produit, qui réussit, qui fait un bon chiffre d'affaires et fait améliorer la croissance économique dans un pays? C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que les entreprises sont aussi en grande partie, je parle bien évidemment du secteur privé, responsables de tous nos malheurs de développement, à raison de quoi? De ce libertinage total et quasiment d'un abandon total de l'inspection du travail. Docteur Issamé, sur la question de liberté ou libertinage, Dr Lomo insiste sur on peut dire ça comment, sur le mauvais, je veux dire quoi, les difficultés que pourraient avoir les pouvoirs publics à canaliser ces libertés-là qui peuvent déboucher sur ce libertinage. De votre point de vue, quels sont les principaux obstacles? À quel niveau se situe la difficulté?
La première difficulté, c'est la culture, une fois de plus. Quand vous naissez dans la famille, si on ne vous éduque pas assez bien, il y aura un problème par la suite. Vous avez l'école. Si dans le cadre scolaire, vous vous en sortez pas, même au niveau du cadre supérieur académique, ça va devenir difficile. Maintenant, ça ne veut pas dire que ceux qui ont été bien éduqués vont forcément bien gouverner, bien respecter les lois. Il arrive souvent que ce soit précisément les personnes éduquées, le banditisme à col blanc, les gens qui sont assez formés, qui créent ce désordre-là. Donc, touchons la culture, enseignons aux uns et aux autres à respecter les lois. De toute façon, lorsqu'on est dans une organisation, dans un État ou toute société, il y a des règles. Et ces règles sont établies pour le bon fonctionnement de l'organisation. Autrement dit, les lois que nous avons dans les États africains devraient être là pour assurer l'épanouissement de ces communautés d'Afrique. Mais la volonté de nuire, parce qu'il y a cette volonté de nuire, il y a pour certains les questions d'analphabétisme, il y a pour d'autres la préservation des intérêts. Mais même si la mentalité avait été celle-là du côté du peuple et que l'ordre gouvernant contrôlait, anticipait même, on n'aurait pas ce désordre. Parce que tout ce que le docteur Dormo a évoqué tout à l'heure est vrai sur le terrain, mais cela participe précisément de la faiblesse des autorités qui n'arrivent pas à faire un travail à la base, à la suite de celui des parents, c'est-à-dire une très bonne éducation, un suivi. Il y a, lorsqu'on est arrivé au niveau de la citoyenneté, le contrôle systématique et même l'éducation citoyenne qui continue. Et donc, si vous laissez aller et que vous vous intéressez que là où il y a le pouvoir, là où il y a de l'argent, en laissant les autres aspects, on va se retrouver dans le désordre. Donc, si au-delà de la culture, il y a une volonté véritable, parce qu'il faut toujours toucher cette volonté véritable. Moi, je suis même arrivé à distinguer la volonté théorique, c'est-à-dire les discours, les annonces, avec la volonté pratique que l'on constate sur le terrain. Parce que quand vous voulez quelque chose, cela doit se traduire sur le terrain. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les annonces, ce n'est pas les textes. Que le professeur avait appelé la gesticulation institutionnelle. Et effectivement, vous ne pouvez pas passer du temps en Afrique à élaborer des bons textes. Et quand on vous demande c'est quoi, vous dites, venez lire ici. Quelle disposition dit que... Mais c'est des histoires. Et parlons justement des textes, vous en parliez tout à l'heure, docteur Issomba. En Afrique, vous avez parlé tout à l'heure de la Déclaration universelle des droits de l'homme, non. La question des droits de l'homme et des citoyens. 1789. Il y a également d'autres textes en Afrique, justement dans le sens de l'encadrement de ces libertés. Je parle de la charte de Banjul, entre autres ce qu'on appelait la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a quand même donc des instruments juridiques internationaux qui en principe doivent canaliser ces droits et ces libertés-là. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des textes qui sont, je dis, appliqués? Et lorsqu'ils ne sont pas appliqués, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises contre les contrevenants, si on peut le dire ainsi? Oui, disons que ce sont des textes qui existent, mais seules leurs méconnaissances ne permettent pas leur applicabilité. Je dois par exemple vous avouer qu'il y a un Camerounais, Albert Moukan, qui avait réussi à traire l'État du Cameroun devant la Commission africaine des droits de l'homme pour le simple fait, pour des motifs pris pour torture, services dégradants, ainsi de suite. Et il avait eu gain de cause. Donc, ce sont des instruments juridiques qui sont connus, qui existent, mais qui sont méconnus de la part des uns et des autres. Or, dans cette dimension-là, vous comprenez que tout est fait pour assurer la promotion et la protection de l'homme. Mais la méconnaissance des textes amène de sorte que ceux-ci ne se mettent véritablement pas en exergue. Alors, au moment où nous sommes en train d'amorcer la dernière partie de cette émission, sur cette question-là, et puisqu'en même temps il faut envisager des solutions, de votre point de vue, est-ce que vous avez fondamentalement le sentiment que, même si on n'a pas beaucoup avancé de façon globale sur le continent en termes de liberté, est-ce que vous avez le sentiment que demain peut être meilleur? Est-ce qu'il y a des facteurs
je veux dire, des éléments, est-ce que l'Afrique dispose des potentialités qui lui permettent demain d'avoir une situation nettement meilleure en termes de liberté, de droit et qui peuvent être favorables à son développement? Oui, justement, on va d'abord évoquer l'hypothèse de le caractère présidentialiste des États africains. Parce que, vous savez, toutes les libertés partent de là. Quand vous avez un régime où tout part du président et tout revient vers le président, ça devient assez difficile d'implémenter les questions de liberté publique. Vous voyez aujourd'hui dans un État, quand vous avez l'éducation, vous avez la justice qui est bien mise en place et que les deux pans n'arrivent pas à s'accorder parce que, dit-on très souvent, une porte de l'école qui se ferme, c'est une porte de prison qui s'ouvre. Vous comprenez où je vais venir par rapport au mutinerie que nous avons enregistré. Regardez un peu un pays où on a plus ceux qui sont en détention préventive sont plus nombreux que ceux qui sont condamnés de manière définitive. Oui, et selon les chiffres qui ont été publiés par Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits de l'homme, en Afrique, de façon globale, environ 70% des détenus sont en détention préventive. Que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre propos prélégomménal que, en réalité, la libération, c'est le principe. Et la détention, c'est l'exception. Or, c'est ce qu'on vit au Cameroun et même dans d'autres pays. Vous avez fait de la comparaison pour certainement chercher à avoir raison que ce n'est pas une originalité camerounaise, bien sûr. Mais on se rend compte que la justice, dans les grands principes qui sont posés pour le compte de la justice, il faudrait que la justice soit rendre les décisions dans un temps raisonnable. Hein, et que si vous avez commis un délit et qu'on connaît votre domicile, il n'est pas de bonne loi de vous condamner ou de vous envoyer en prison. Si vous avez les garanties de ce que votre domicile est connu, on vous renvoie à la maison. Alors, pourquoi on se résume, qu'on se comprenne bien? Vous semblez indiquer donc que pour que la situation soit meilleure demain, vous avez dit qu'il y a au moins deux leviers. Le premier, c'est le régime politique. Le régime politique. Et le deuxième élément, c'est le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Voilà, le fonctionnement. Mais sauf que effectivement, ce n'est pas forcément, c'est pas nouveau. On a bien vu, et je pose la question aux autres en même temps, que après 90, il y a eu des conférences nationales souveraines dans un certain nombre d'États. En tout cas, il y a eu des mutations diverses qui ont été observées et qui normalement devaient déboucher sur ces aménagements-là. Alors aujourd'hui, on en est encore à parler des réformes institutionnelles. C'est peut-être la preuve que ça n'a pas forcément réussi. Oui, moi alors à ce moment, il faut envisager d'autres choses, non? Oui, il faudrait envisager des constitutions fortes, pérennes, parce que les constitutions en Afrique sont trop, me donnent l'impression d'une dimension folklorique et juridiquement instrumentale. Parce que si des constitutions à l'intérieur desquelles sont consignés le respect des droits de l'homme, les questions de développement, peuvent subir à tout moment des révisions, peuvent subir à tout moment des réformes, cela veut dire qu'il se pose dans un sérieux problème, puisque la Constitution, c'est la norme fondamentale de l'État. Et c'est à l'intérieur de cette même Constitution qu'on détermine la forme de gouvernement d'un État. Et à partir de là, ça rejoint l'idée de développement qu'on nous évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que les questions de développement économique, social ne peuvent partir que s'il y a de la bonne gouvernance, c'est la justice. Je reviens toujours sur la justice. Parce qu'un investisseur qui veut venir implanter une entreprise au Cameroun, s'il se rend compte que en venant installer l'entreprise, il n'a pas les garanties d'une justice fiable, il ne viendra pas. Et ça, le développement prendra justement un coup. Donc vous voyez le lien que je fais justement, la justice et les questions d'éducation. Et en plus de ça, il faudrait revenir sur la mentalité. Vraiment les questions d'éthique. Que les Camerounais, je reviens toujours au Cameroun parce que les Camerounais ont le sentiment d'être Camerounais mais de vivre ailleurs. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux par là dire qu'un Camerounais se comporte au Cameroun comme s'il était à l'étranger. Regardez cette question aujourd'hui de la sortie est de Douala. Mais ce sont des questions de politique publique qui méritent une proactivité de l'État. Puisque la population est galopante, et démographiquement galopante, on aurait déjà pu songer. Ça rejoint les droits économiques dont parlait tout à l'heure. Comment peut-on engager deux chantiers à la fois, celui de Yassa, de Djapoma, et celui de Villars, à la fois?
Pourtant, si on avait engagé le chantier de la sortie de la pénétrante X et laissé, peut-être ayant achevé les travaux de l'autre côté, ça pourrait être une panacée. Mais on se rend véritablement compte, M. Duval, que les questions publiques de déplacement urbain se posent avec acuité au Cameroun. Alors, sur cette question-là, Dr. Wansi, il a parlé tout à l'heure de la modification de la Constitution comme étant un élément indicateur de la difficulté qu'ont les États justement à pouvoir faire respecter ces libertés et droits. On ne va pas revenir sur le cas du Cameroun avec 2008 où la Constitution a été modifiée, où le verrou, limitation de mandat a sauté. Le Cameroun n'étant pas le seul exemple, je me souviens qu'au Tchad, en 2006, oui, effectivement, il y a eu une opération semblable qui a permis au président Idriss Déby de se représenter à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, il avait indiqué à cette époque que la situation du pays commandait. Alors, la question que j'ai posée, c'est en rapport avec les solutions qu'il faut envisager. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a l'élément culturel sur lequel il faut insister, mais de façon globale, lorsqu'on parle de ces solutions-là pour améliorer l'exercice des libertés, quels peuvent être d'autres leviers? L'autre levier, c'est rechercher les conditions objectives du milieu pour pouvoir amorcer le développement, c'est-à-dire pour pouvoir résoudre des questions de liberté. Il faut accepter le discours contradictoire. Au Cameroun, on n'accepte pas le discours contradictoire. C'est même difficile de critiquer un homme politique, a fortiori faire un recours pour excès de pouvoir. Les recours pour excès de pouvoir sont vus comme des attaques contre les personnes qui ont pris les décisions. Donc, il se pose un problème sérieux, c'est que nous n'acceptons pas le système tel qu'il est fait aujourd'hui, n'accepte pas le débat contradictoire. Il veut devenir un système de plus en plus fort. Or, il y a une tendance à la gouvernance mondiale qui est, c'est d'octroyer beaucoup plus de pouvoir aux collectivités locales, aux collectivités décentralisées, pour qu'elles puissent s'organiser elles-mêmes et pour qu'elles puissent elles-mêmes déterminer leur destin. Or, ayant hérité de la colonisation, le système d'administration fort et puissant du gouverneur général, du gouverneur colonial, du lieutenant-gouverneur, comme on l'appelait, nous n'avons pas encore pu nous débarrasser de ça. C'est-à-dire, lorsque vous tenez un discours contradictoire contre le pouvoir, c'est comme si vous agressez le pouvoir, c'est comme si vous le détruisez. Mais, or, le développement tel qu'il est conçu en Europe aujourd'hui, les questions de développement telles qu'ils sont conçues dans certains pays, c'est parce qu'il y a eu des discours contradictoires qui ont contribué à renforcer les intelligences, n'est-ce pas? Il faut donc favoriser l'expression des opinions différentes, l'expression des opinions, la divergence de points de vue. Exactement, sans hypocrisie, puisque cela se fait avec hypocrisie, puisque cela se fait avec des manœuvres. Je viens de constater quelque chose au Cameroun. On a fait venir des chefs qui vont faire une tournée locale. On ne s'est pas posé la question de savoir, mais ces chefs, qui sont-ils? Quelle perception les Camerounais ont de leur chefferie? La perception que moi je ressens, c'est que c'était des délateurs. Ils ont travaillé longtemps dans la tricherie électorale. Ils ont contribué à chanter les louanges de ceux qui nous ont pendant très longtemps maltraités, torturés. Donc aujourd'hui, ils ont perdu toute valeur, toute leur sacralité. On les prend, on leur dit, allez convaincre les gens que les questions de paix, c'est le grand amour, non. Il faut voir la perception qu'ils ont. Moi, je me souviens de certains sultans, de certains chefs. Lorsqu'ils descendaient à l'aéroport, on habitait pas de loin, on habite à Newell. C'était comme si c'était un chef d'État qui venait. Il y avait une forme de sacralité, une forme de respect. Mais tout a disparu. Et on dit à ces gens d'aller convaincre les populations sur quelle base? Quelqu'un qui... Je connais des chefferies qui étaient où les urnes étaient posées, on ne posait pas de questions. Tout le monde venait mettre son bulletin devant le chef. Comment? C'est pourquoi j'estime aujourd'hui qu'il y a des conditions objectives du milieu qui doivent présider au développement. Ces conditions, c'est d'abord accepter le débat contradictoire. Dès lors que
un débat s'ouvre dans notre pays, on essaye de l'étouffer, on crée des contrats. Je vous prends un cas sur la crise nord-sud-ouest. On veut que les enfants aillent à l'école. On a décidé, tout le monde est d'accord, back to school. Mais pendant qu'on dit back to school, on voit un administrateur qui distribue des motos et de l'argent à des enfants pour qu'ils aillent faire de la délation. Pour qu'ils aillent traquer, genre, comment vous appelez, ou de vigilants. Ce sont des enfants de 16 ans. Vous renforcez l'économie de la guerre lorsque vous donnez de l'argent à un enfant comme ça. C'est que le débat contradictoire n'a pas marché. Docteur Lemo, sur la recherche des solutions, peut-être qu'il faut aussi évaluer, je vais dire ça comment, les instruments qui permettent de voir le niveau d'expression des libertés. Il faut peut-être aller voir là-dedans aussi pour essayer de comprendre à quel niveau, je veux dire, à quel niveau se situe le niveau d'effectivité de ces libertés et de cette démocratie-là. Est-ce qu'il ne faut pas justement aller voir ces instruments d'évaluation et à travers ces instruments d'évaluation, trouver des solutions qui peuvent permettre d'améliorer l'exercice des libertés et donc d'envisager un développement beaucoup plus efficient? Effectivement, parce que si depuis 20 ans de démocratie, pour ne dater que des années 90, les 30 ans je veux dire, si on avait fait cette évaluation, on aurait compris très rapidement que nous n'attendons rien. Vous avez posé une question tout à l'heure, comment seront les lendemains? Comment se présage demain? Je dis se présage aussi autant qu'aujourd'hui. Et effectivement, parce que ce que je voudrais dire sur cette question, c'est que le problème du Cameroun, lorsqu'on parle de liberté et de développement, c'est un problème de compétence, de la compétence de celui qui nous dirige. C'est ça le vrai problème. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de ce libertinage qui est dans notre pays. Le libertinage n'est dû qu'une seule chose, l'absence du dirigeant aux côtés des populations. Parce que si vous êtes arnaqué dans la rue par quelqu'un qui... Il est connu, on sait où il vit, on sait qu'est-ce qu'il fait. Les commerçants ou dans les bars, on vous donne les mauvais prix, on connaît, mais personne ne peut y mettre pied. C'est pourquoi il faut réformer, notamment le modèle de gouvernance dans notre pays. Le problème du Cameroun et de beaucoup d'autres pays africains, c'est l'État. Pourquoi? Parce que l'État est une machine coloniale à laquelle accèdent quelques privilégiés, et dès qu'ils y accèdent, parce que l'État n'est pas l'émanation de l'émanation des citoyens. C'est une machine fabriquée par le pouvoir colonial, et tous ceux qui ont le privilège d'y accéder en tirent quelques profits le temps qu'ils y sont. Et la conséquence directe, c'est qu'ils sont en rupture totale avec les populations au service desquelles ils devraient être investis afin d'impulser le développement. Si les libertés publiques n'arrivent pas à mettre sur place des mécanismes de collaboration, de rapprochement des dirigeants avec les populations, nous n'obtiendrons rien de bon. Nous avons parlé tout à l'heure de l'avenir. L'avenir, il reste identique. Pourquoi? Parce que quand vous êtes élu, si vous n'êtes pas compétent, vous ne pouvez rien apporter. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est le problème de compétence. C'est pour ça, le travail dont je parlais tout à l'heure, dans ce travail, j'essaie de montrer en fait que lorsqu'on parle même de dictature, et le docteur parlait de la question de la voix discordante, le pan de la démocratie, de la dictature en Afrique entre en scène à quel moment? Lorsque le dirigeant est incompétent, on lui demande des comptes, de rendre compte. C'est là où entre en scène la répression. Donc le vrai problème, ce n'est même pas qu'un problème de dictature, parce qu'en matière de dictature, je fais plutôt face à un dirigeant absent, totalement absent et en rupture totale avec le peuple, mais qui ne revient qu'au moment de la répression lorsqu'il y a quelques personnes qui demandent des comptes. Il est important que l'on puisse rapprocher le dirigeant du citoyen. Et c'est à travers ce rapprochement que nous aurons même des tests qui soient le reflet de la réalité qu'elles veulent réguler. Parce que nous parlons tout à l'heure des tests, nous connaissons les mécanismes de production de nos tests. Et elles sont importées, ou du moins produites par une certaine élite, dans des laboratoires de droit ou je ne sais plus quoi,
pour réguler une société qui est en déphasage total. C'est pour ça qu'on a habituellement dit qu'au Cameroun, le Cameroun a des très beaux tests, mais que personne n'applique. Mais c'est même pas qu'on n'applique pas, c'est qu'on ne connaît même pas. Parce qu'il demande aux parlementaires de vous donner même lui-même le contenu d'un test qu'il a lui-même. Il ne connaît pas. Et les populations qu'on veut réguler avec, les dirigeants sont totalement en déphasage d'eux. Et c'est pour ça, je vais sortir par là. Le problème du Cameroun, pour terminer, c'est que le Cameroun va à double vitesse. Et ça, c'est aussi bien le Cameroun que les autres pays qui ont la même configuration que nous. Une vitesse d'en haut, celle officielle, celle institutionnelle, et puis une vitesse d'en bas, une dynamique d'en bas, celle des citoyens. Une vitesse d'en haut, des dirigeants qui tentent, à des moments, je vais dire avec toute l'inefficacité dont j'ai parlé tout à l'heure, à impulser une dynamique vis-à-vis des personnes avec qui ils ne sont pas en symbiose. En symbiose. Et puis une dynamique d'en bas, des gens qui se battent pour s'en sortir, mais qui n'ont pas du tout des moyens, qui n'ont pas du tout la vision. Et c'est la raison pour laquelle, d'éternité en éternité, nous restons là. Et ça, j'ai dit, après plus de 50 ans de développement, nous sommes au niveau de l'eau à boire. Après 50 ans de développement, mettez votre véhicule en route à l'heure actuelle. Allez à leur pont, vous allez voir ce que vous traversez après 50 ans de développement. Pourquoi? Pour ce que j'expliquais tout à l'heure. Un dirigeant en déphasage total avec le peuple. On a sorti l'émission, Isaac et Samé. On a donc observé que la liberté ou les libertés et les droits, l'avènement des libertés et des droits en Afrique, cet avènement s'est fait à plusieurs vitesses avec des résultats différents. On a vu que certains pays ont réussi à s'approprier ces valeurs et ces idéaux-là et se sont battus par tant bien que mal. Il y a des États qui ont eu du mal à s'adapter à cela. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le point et lorsqu'il faut tirer les leçons pour l'avenir, quelles sont les solutions qu'il faut envisager? Commençons par la volonté. Parce que lorsqu'on veut atteindre un objectif, il faut définir cet objectif-là. Et tout cela part par la volonté. Et je reste optimiste. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous parlons là, il y a quand même des États qu'on peut saluer. Vous voyez ce qu'on fait au Botswana aujourd'hui, ce qui se passe en Mauritanie, en Angola, au Ghana même, en Éthiopie ou au Rwanda. Donc c'est pour dire que l'Afrique n'est pas perdue. Maintenant, après cette volonté, il y a l'humilité. Il suffit que ceux qui n'ont pas encore évolué demandent donc à leur père, aux autres, comment ils ont fait pour amorcer le développement dans un contexte de démocratie difficile. Et donc, si les gens veulent bien se référer à ce qui se passe dans d'autres États africains, je pense qu'on pourrait avancer. Maintenant, il y a la question de la multiplicité des dispositifs normatifs et institutionnels. Il y a des textes, il y a des institutions. Ne demandez même plus d'en créer, il y en a déjà tellement au niveau de l'Afrique. Le docteur Wansi parlait de décentralisation tout à l'heure. Il faut savoir que l'Union africaine a un organe technique qu'on appelle la CADEL, la Conférence africaine, la décentralisation et du développement local. Vous voyez où vient le nom de notre ministère. Et je vous dis que le siège de cet organe, c'est à Yaoundé, à Longkak. Donc, je parlais de la volonté tantôt. Donc, ce n'est pas que les normes sont là. Il faut veiller à leur bonne application. Donc, la volonté et l'humilité encore. Les institutions sont là. Vous pouvez les multiplier. Tant qu'il n'y a pas une volonté de les mettre en œuvre, il n'y aura rien. Donc, regardons ce que l'élite peut nous apporter. Et cette élite-là, ça dépend bien souvent des générations. Si vous avez la chance, dans le cadre d'une génération, d'avoir des élites éveillées, dynamiques, qui sont soucieuses du développement, eh bien, vous aurez ce développement-là. Si vous avez des acteurs qui respectent et qui prennent en compte les droits de l'homme et les libertés publiques, vous allez voir que ces droits de l'homme et libertés publiques seront respectés. Il ne faut pas les confiner dans les textes. Et donc, je pense que les acteurs, comme vous les journalistes déjà, les partis politiques, les autres membres de la société civile, et même ceux qui ont une bonne volonté dans les États africains, doivent
commencer à promouvoir ces droits de l'homme et libertés publiques et éviter à chaque fois d'en parler comme si ça essayait d'une récitation des textes. Il faut qu'on matérialise cela et dire bien aux dirigeants que lorsqu'on est en phase avec la population, on n'a pas besoin de répression. C'est la raison pour laquelle je vous parlais tantôt de l'ordre consenti. Vous êtes en phase avec votre population, mais si l'ordre est imposé et que, en réalité, vous ne voulez pas être gêné dans votre manière de gouverner, ça sera important si il est établi que cette manière de gouverner conduit à la prospérité. Alors, on sort de l'émission, messieurs. Chacun va répondre à la question en thème en 30 secondes de Dr Isomba. Liberté et droits de l'homme en Afrique, facteur de développement ou d'anarchie sur le continent? Non, on ne pourrait pas véritablement prendre une position. Disons très simplement que avec les libertés, la construction et le développement, l'émulation, le développement est ressenti. Et sans ces libertés, on ne peut déboucher que vers l'anarchie. Sur cette question, Dr Wansi, on a vu le printemps arabe en Afrique du Nord, on a vu ce qui s'est passé au lendemain des conférences nationales souveraines. Ça amène à conclure que les libertés et droits de l'homme n'ont apporté qu'anarchie sur le continent? Non, je ne crois pas. Les libertés s'enrichissent en fonction de la volonté des États, en fonction de la volonté des dirigeants. Vous ferez de votre pays ce que vous voulez. Vous lui ferez du bien parce que vous le voulez. Si vous ne le voulez pas et que vous voulez conserver le pouvoir pendant tout le temps, mais vous ferez donc de votre pays juste une caisse de réception de votre propre volonté, de vos intérêts personnels. C'est tout. Docteur Lomo, les libertés et les droits de l'homme en Afrique ont fait du bien ou du mal à ce continent depuis 1990? La réponse est très mitigée parce qu'il y a des avancées en matière d'impact sur le développement. Autant qu'il y a des incohérences, il y a des blocages. Et puis la solution serait tout simplement de repenser l'Afrique à partir d'elle-même pour pouvoir obtenir des résultats plus significatifs. Cette question, docteur Issamé, les droits de l'homme et libertés publiques sont là. Il suffit de les appliquer, de les mettre en œuvre, de les promouvoir et de toujours les défendre, tout simplement. Et là, ça peut être un gage véritable de développement. Ça sera un gage de véritable développement, puisque lorsqu'il y a liberté et on respecte les droits des uns et des autres, et puis on arrive au développement, mais j'insiste sur cette question de la volonté. Parce que s'il y a volonté, tout cela va marcher. Pour le cas camerounais, et je le dis souvent, bon, moi-même je trouve cela pour certains très fort peut-être. Quand j'ai dit, si on permet qu'on rende la décentralisation effective, en 6 mois au Cameroun, les choses changent. Bon, et puis cela surréaliste, mais c'est faisable. Et puis, il faut savoir que, bien évidemment, lorsqu'on parle des droits, il ne faut pas seulement focaliser sur les droits politiques. Il y a aussi les droits sociaux et les droits économiques qui sont très importants. Sur ce point-là, j'aimerais dire et qui ont une dimension, et je veux qui ont un impact important sur le développement économique. Il y a une nouvelle politique qui est mise sur le genre. Et le genre tient compte de ça dans les politiques publiques. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, docteur Luison Isomba, d'avoir accepté de venir échanger. Vous êtes enseignant de droit public au département de droit public, à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Merci, docteur Joël Raphaël Wansi, d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Merci. Vous êtes très intéressé et très spécialiste des questions des relations internationales. Merci également à vous, docteur Magloire Ndongmo, d'être venu. Vous êtes sociopolitiste. Merci également, docteur Isaac Issamé, d'être là. Voilà, vous êtes diplômé de sciences politiques et vous êtes très intéressé par les questions de développement local et de décentralisation, entre autres. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette livraison de 237 débats. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.